La seconde partie de notre débat consacrée ce soir aux 2 ans de François Hollande à la tête de la présidence de la République. Le chef de l'État qui est revenu sur le retournement économique qu'il promet. On l'écoute. Évoquer le mot de retournement. On va en parler. Un certain nombre de sourires. Gogna a quand même le retournement, alors que la croissance qui était de 0. Vous savez que de 2008 à 2012, la croissance a été de 0. À partir de 2014, la croissance repart. Et je vais m'en plaindre. Je vais dire aux Français, vous savez, vous êtes toujours dans une situation difficile. On ne peut pas trouver le chemin de sortie. Eh bien non, il y a un chemin de sortie. Allez, avant de reprendre ce débat, moi je voudrais que vous me disiez, parce que c'est quand même l'heure est au bilan, on est quand même quasiment à mi-chemin de ce quinquennat. Jean-Sébastien Ferjou, une bonne action de François Hollande. Le Mali peut-être. Le quoi? Le Mali, l'intervention au Mali. Malheureusement ailleurs. Et encore ce matin, quand il parlait de Russie, c'était assez confondant. Enfin, sur le reste de la politique étrangère, il n'y a pas eu beaucoup de réussite. Il y a eu l'échec majeur sur la Syrie à la rentrée dernière. Et puis là, quand on l'entend parler, il manifestement n'arrive pas à avoir Vladimir Poutine en ligne. Il communique par des rapports, par des voies indirectes. Enfin, c'est pour le coup. Je pense que non, parce que je pense qu'il dit, si ça avait été Laurent Fabius, il aurait dit Laurent Fabius. Je pense que c'est encore plus compliqué que ça. Nicolas Sarkozy, pour le coup, en 2008, au moment de la crise de la Géorgie, il savait lui parler directement à Vladimir Poutine. Alberto Toscano. Sans doute, la politique africaine a été le point fort. Sans doute, par contre, sur la Syrie, ça n'a pas été une opération réussie parce que cette menace qui n'a pas été mise à exécution a favorisé Assad, qui depuis a gagné du terrain. Mais ça, c'est pas tellement la faute de François Hollande, c'est plus la faute des États-Unis quand même. Hein. Sans doute. Hollande, la question était quelque chose de Russie. La Russie, c'est la politique africaine. Donc, et sur le terrain économique, moi, je trouve qu'on ne peut pas jeter complètement ce qui a été fait pendant les 2 dernières années. Et il y a eu quand même un effort d'adaptation aux règles européennes sur l'euro. Il y a eu un effort, le droit, entre guillemets, pour la France d'avoir un déficit supérieur aux 3% avait été demandé par Nicolas Sarkozy, octroyé par l'Europe à Nicolas Sarkozy. Hollande a continué sur le même chemin. Mais quand même, il y a eu un effort de réduction des dépenses publiques. Et quand je dis qu'il y a un problème de réforme en France et de besoin de convergence d'unité nationale pour faire des réformes et surtout pour limiter les dépenses publiques. Malheureusement, il y a une différence entre les intentions affichées et les chiffres. Les faits sont têtus. Il n'y a pas eu de réduction des dépenses publiques. Il suffit de regarder. Sébastien, vous êtes trop dans le yaka. Non, Claude, sur les faits, il faut lire les projets de loi de finances rectificatifs. Roosevelt disait que la politique a des lois comme la physique. Les lois de la politique, c'est que vous appuyez sur la majorité que vous avez et vous tenez compte de l'équation politique telle qu'elle est. Il y a une majorité, il y a une opposition, il y a un peuple. Ça, c'est des données de base de l'action politique. On a évoqué tout à l'heure la question du reclassement politique. On voit bien que ce président est en déséquilibre puisque 41 députés socialistes se sont abstenus d'une abstention qui voulait dire on n'en veut pas, on est contre, et probablement une centaine pensaient la même chose mais n'ont pas osé le dire. Et de notre côté, vous avez eu 17 députés UDI, centristes, qui se sont abstenus, mais l'abstention voulait dire qu'en fait ils étaient d'accord, mais qu'ils ne pouvaient pas le dire. En réalité, on voit bien que le jeu politique français bloque, et là-dessus, Albert, toi, tu as fait raison, le jeu politique français bloque complètement la possibilité de bouger les lignes parce que le système majoritaire fait que, etc. Je ne crois pas personnellement à l'Union nationale. Vous en parliez tout à l'heure. Pourquoi? Parce que l'Union nationale, ça veut dire que la seule opposition, c'est Marine Le Pen. Le prochain coup, c'est elle qui gagne les élections. En revanche, je crois tout à fait, comme Alberto, à des pactes sur des grands sujets d'intérêt national. On devrait être capable de transcender la chicaya politicienne qui règne à l'Assemblée nationale et de faire des majorités de compromis sur des sujets où l'intérêt national est en jeu. Maintenant, pour en revenir à votre question, par ce long détour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le virage. Alors on peut trouver que le virage n'est pas assez accentué ou qu'il ne va pas assez vite, mais peut-être c'était allé plus vite, il serait sorti de la route. Sociodémocrate qui a oui, la peut-être qu'il serait sorti de la route. Quand vous parliez, Sébastien, des réformes structurelles, pour avoir beaucoup parlé avec mes amis de Bruxelles, qu'est-ce qu'ils appellent les réformes structurelles? Fondamentalement 3. La réforme de l'administration territoriale. Maintenant, on nous l'a promis, on a même un calendrier. Je ne dis pas que ça va aller aussi vite, mais enfin, on a un calendrier. C'est la réforme du financement de la protection sociale. Ça commence avec le pacte de responsabilité. Et c'est la réforme du marché du travail
On a commencé aussi par l'accord de sécurisation syndicat-MEDEF qui a été transposé dans la loi. Donc, tout ce qui, pour un homme de gauche, était tellement compliqué à mettre en œuvre, parce qu'en effet, ce n'était pas ça l'attente de ces électeurs. Ces électeurs, ils ont voté pour lui parce qu'ils voulaient du boulot et du pouvoir d'achat. Et il leur dit, le boulot et le pouvoir d'achat, c'est plus tard. Le changement, c'est maintenant, mais le boulot et le pouvoir d'achat, c'est plus tard, parce que d'abord, il faut reconfigurer l'économie française qui est en train de se casser la gueule. Et bien ça, je trouve que ce chantier-là et cette pédagogie-là, pour moi, c'est ça, l'élément positif qu'on peut retenir de ces 2 ans. Et les résultats, c'est pour 2017, 2018 mais on n'a plus le temps, malheureusement. Effectivement, François Hollande a la malchance d'arriver après un certain nombre de ses prédécesseurs qui, évidemment, n'ont fait pendant des années que financer la croissance française à crédit, en augmentant la dette, effectivement, en ne faisant pas de réformes structurelles. Il est loin d'être le seul à être responsable de l'état de l'économie française. Malheureusement, je pense qu'il sous-estime dramatiquement l'état du pays et l'état de l'économie, et qu'il ne suffit pas d'un peu. Il ne suffit pas de l'intention, même s'il vaut mieux qu'il affiche cette intention-là que l'inverse. Malheureusement, dans l'état de gravité dans lequel on est, c'est comme s'il ne faisait rien. Parce que de toute façon, le résultat sera le même. Et pire que ça, je pense qu'il se trompe encore sur la nature de la crise. Il croit, on en parlait tout à l'heure, que c'est un effet de crise cyclique. Ça n'est pas juste un effet de crise cyclique. On ne pense pas la France dans la mondialisation, on ne pense pas l'impact que ça a sur les différentes catégories de population, puisque avant on vivait en gros dans un pays où l'ensemble des Français, parce qu'ils étaient Français, bénéficiaient de l'augmentation des niveaux de vie. C'était les 30 Glorieuses et ça s'est poursuivi un peu après grâce justement au fait qu'on les finançait à crédit. Maintenant, il y a une catégorie de la population qui en bénéficie, l'ouverture, et puis il y en a une autre, non seulement elle en bénéficie pas, mais elle en paye le prix. Parce que pour le coup, les travailleurs non qualifiés, eux, ils le payent, le prix de la mondialisation. Et ça n'est pas pensé, mais ni par François Hollande, ni par peu de gens, à vrai dire, dans la vie politique française. Et je vous dis, effectivement, il ne faut pas François Hollande, mais lui faire un procès qui serait mérité à beaucoup d'autres, sauf que c'est lui qui est le président maintenant. Et sauf que c'est sa facture à lui qu'on va payer, et qu'en plus de ça, il est en deçà de ce qu'avait été son prédécesseur et de ce que probablement auraient pu être d'autres candidats socialistes. Quand même sur l'aspect cyclique, ce que disent quand même les économistes, c'est qu'on est quand même sur un cycle à chaque fois de 5 ans, que là donc on repart sur un cycle qui est plutôt positif, et puis les croissances quand même qui sont annoncées par le FMI et par Bruxelles sont plutôt des bons taux de croissance. Une question, Vanessa, l'écononomie française crée des emplois à partir de quel taux de croissance? 1,5%. Et combien ça... non, parce que 2004, ça a changé, ça s'est aggravé justement maintenant. Maintenant, ça a augmenté. Maintenant, ça a augmenté. Et on dit plutôt 1,8, 2%, voire 2% pour vraiment avoir... mais ça veut dire que dans 2 ans, on y sera au 2% ou 1,8, 2%. Ça veut dire que le chômage pourra peut-être s'inverser. Vanessa, un exemple. Les Anglais, quand même, on était plus ou moins au même taux de chômage il y a 3 ans. Il est à combien le taux de chômage maintenant? Il est à combien aux États-Unis? Le taux de chômage des États-Unis en 2009 était le même que celui de la zone euro. Ouais, et les Anglais, d'ailleurs, qui nous vendent leur politique de l'offre et leur austérité, c'est quand même assez drôle quand on constate que leur déficit, il est à 5 ou 6%. Alors 7, ils peuvent se permettre parce qu'ils ne sont pas dans la zone euro, mais ils ont fait dans le même temps 20% de relance monétaire, 20% de leur PIB. Est-ce que le problème aussi, est-ce que c'est pas un problème français finalement qui dépasse les clivages droite-gauche? Parce que dès qu'on veut faire toucher aux réformes structurelles, du moins faire des réformes structurelles, que ce soit l'assurance chômage, que ce soit l'assurance maladie, c'est-à-dire toucher à l'État-providence, les Français quand même ils freinent de 4 fers. Je veux dire, on touche à l'éducation nationale, tout le monde est dans la rue, on touche voilà, et finalement, est-ce que finalement ça dépasse les clivages politiques? Il y a une seule solution, de toute façon, ça passera par, et comme la réforme territoriale, et pour le coup, effectivement, Jean-François Copé ou d'autres, ou Xavier Bertrand l'avait dit, il faudra un référendum. De toute façon, vous ne la ferez pas voter par le Sénat, ils ne la voteront pas. Et de la même manière, on ne fera pas changer le Code du travail parce que les partenaires sociaux ne l'accepteront pas. Il y a une seule chose qui bouge en France, c'est l'immobilisme. Mais exactement. Et une fois de plus, la seule chose qui bougera sera l'immobilisme. Le moment est le moment de réforme. Peut-être qu'un jour on n'aura plus le choix. Droite et gauche comprennent que certaines réformes doivent être étudiées ensemble ou il n'y aura que l'immobilisme. Malheureusement, c'est plus profond que ça. Alors, le problème d'Hollande... Malheureusement, c'est plus profond que ça. Ça ne passera à un moment que par la démocratie. Vous savez bien, c'est qu'il a la double peine. Quand Schröder a fait le plan Hartz 1, Hartz 2 et compagnie... À 4,5 de croissance. Et lui-même l'a dit très explicitement, encore récemment, dans une conférence que j'ai entendue. Il a dit, moi, quand j'ai décidé de rétablir la compétitivité de l'économie allemande, je n'ai fait que ça. Et j'ai laissé filer les déficits. Souvenez-vous même qu'en accord avec Chirac, il a fait péter le pacte de stabilité européen parce qu'il avait... Le problème de Hollande, c'est qu'il doit mener 2 chantiers qui sont aussi compliqués l'un que l'autre.
Un qui est de baisser les charges sur les entreprises pour recréer de la compétitivité et des marges, et en même temps baisser les déficits. C'est-à-dire, il a deux additions sur les bras. La comparaison avec Schröder, elle est intéressante parce que les ouvriers, les employés allemands ont payé avec 10 ans des pertes de pouvoir d'achat. Bien sûr. Et est-ce qu'en France, et là je reviens vers ce que dit Alberto, est-ce qu'en France c'est possible? Est-ce que c'est imaginable pour une gauche au pouvoir? Et bien sûr que c'est possible, parce que c'est le cas de fait. En France, il y a ce qu'on appelle, je ne trouve pas l'équivalent en français, mais les insiders et les outsiders. Oui. Et le système français ne fait que protéger ceux qui sont déjà protégés. Ouais. Et les autres, c'est dégage, on s'en fout. Donc que de toute façon, que ce soit sur les inconvénients du SMIC ou que le fait qu'il y ait plus ou moins 20% de la population française qui soit au SMIC et que ça exclut tous les gens qui voudraient rentrer sur le marché du travail et qui ne rentrent pas, on n'est que dans des problèmes de cette nature-là. Et c'est pour ça, effectivement, et ça n'est pas juste un problème de droite-gauche. Pour relativiser un tout petit peu les choses, que Schröder a perdu les élections d'après, et que l'Allemagne a continué cette politique dans le cadre d'une grosse coalition avec Madame Merkel au pouvoir, mais qui continuait exactement la même politique que Schröder avait engagée. Le problème, c'est que la France, tout le succès. Voilà. Encore une fois, le problème, c'est que la France n'est pas capable de faire ça. Le problème, c'est que là, on voit une partie des politiques français qui se convertissent effectivement aux politiques de l'offre après 40 ans, après l'avoir ignoré pendant 40 ans, sauf qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu la crise de 2008. Et que maintenant, on est plutôt dans un problème de demande. Parce que quand vous posez la question aux entrepreneurs, regardez les études INSEE, vous posez la question aux entrepreneurs, vous leur demandez, vous croyez que vous avez un problème d'offre ou vous croyez que vous avez un problème de demande? À 92%, ils vous répondent un problème de demande. Donc après, il y a tous les défauts structurels de l'économie française. Oui, mais quand vous regardez le taux d'occupation de l'appareil productif français, il est très en dessous de la moyenne historique. On est dans une phase où on est dans un problème de demande. Paradoxalement, vous vouliez baisser le salaire ouvrier. D'accord. Moi, je viens de dire ça. Le problème de l'offre et de la demande. Il fallait baisser. Il y a une autre locomotive pour la production, et c'est l'exportation. La balance commerciale française est dramatiquement déficitaire. Où on arrive à proposer des produits sur le plan mondial, à l'export, qui soient à un niveau d'être rachetés, et ce n'est pas seulement un problème de monnaie. Parce que le 2/3 des exportations françaises sont de la zone euro. Donc il n'y a pas là un problème d'évaluation ou non de l'euro. La monnaie est la même. Au contraire, les Français ont un avantage, ils profitent de l'existence des monnaies uniques et qu'il n'y a pas une dévaluation compétitive de la part des pays comme l'Italie et l'Espagne. Donc l'euro, de ce point de vue-là, n'est pas la cause des problèmes, des difficultés de l'économie française. Oui, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas le niveau de l'euro, c'est la structure de l'euro. Vous avez peut-être la qualité aussi des produits français, enfin le rapport qualité-prix, c'est quand même ça le problème, c'est le problème de compétitivité de notre industrie qui flanche. Il y a une compétitivité, il y a un problème de compétitivité coût parce qu'on a en gros 10 points de plus de charges sociales sur les salaires dans le secteur privé marchand, à peu près 10 points, c'est comme ça que les économistes l'évaluent, et puis on a un problème. Alors là, pour l'Allemagne, on nous a écrabouillé, c'est qu'on a manqué la montée en gamme vers des produits de très haute technologie. Valeur ajoutée, forte valeur ajoutée. Et c'est là-dessus que le rapport gallois avait mis le plus l'accent. Mais c'est aussi un domaine dans lequel, là, pour le coup, il y a une continuité entre Sarko et Hollande. C'est que la France, quand même, met plus d'argent sur les crédits impôt recherche, sur le développement des nouvelles technologies. Effectivement, le crédit impôt recherche, c'est une des rares réussites de la politique industrielle française de ces dernières années. Et on le voit, alors que les centres de décision quittent la France. Enfin, on a beaucoup parlé d'Alstom ces derniers temps, mais c'est le cas de Lafarge, c'était le cas de Schneider, c'était le cas de Publicis, même, qui est parti s'installer à l'étranger. Les centres de décision quittent la France. En revanche, les centres de recherche viennent en France parce qu'effectivement, le crédit impôt recherche compte. Mais ça ne change pas l'erreur de diagnostic quand même. Et encore une fois, effectivement, les réformes Hartz, elles ont été faites en Allemagne à un moment où c'était à 4,5 de croissance. On ne peut pas le faire socialement, justement. C'est impossible à faire en France à l'heure actuelle. Donc, il faut Mais on oublie qu'une politique économique, c'est une politique budgétaire, une politique monétaire. On a épuisé toutes les marges de la politique budgétaire puisqu'on a financé à crédit pendant des années. Ça n'empêche pas qu'il y a d'autres pays qui le font, comme le Japon. Le Premier ministre japonais était à Paris aujourd'hui. Ils le font à hauteur quasiment de 40% de leur PIB. Je vous en parlais tout à l'heure. Les Britanniques l'ont fait à hauteur de 20% de leur PIB. Si on le ramène à la France, c'est 400 milliards d'euros injectés dans l'économie. Là, qu'est-ce qu'il y a dans le plan? Il y a 5 milliards. 5 milliards contre 400 milliards. Mais il y a un problème de diagnostic. Effectivement, il y a des générations qui se sont battues pendant des années contre une gauche archaïque pour faire passer l'idée qu'il fallait aider les entreprises. Et effectivement, c'est une victoire idéologique, mais elle arrive pile au moment
Ou c'est même plus vraiment ça le problème, ou en tout cas ça n'est qu'un problème. Si vous voulez faire la politique japonaise, il faut sortir de l'euro et de l'Europe. Et avoir une dette ou inverser les rapports de force en Europe. De 160% du PIB, comme les Japonais. Mais on peut avoir plus de inverser les rapports de force pour faire quoi? Pour que l'Allemagne hausse ses coûts de... Pour avoir une politique de relance monétaire, d'assouplissement monétaire, de quantitative easing, comme ça a été fait aux États-Unis, comme ça a été fait en Grande-Bretagne. Donc faire voler les 3% de Maastricht. C'est pas sur les déficits budgétaires. C'est simplement que la Banque Centrale Européenne injecte de la création de monnaie. On oublie, on appelle ça à tort. Comme on fait aux États-Unis. Oui, finalement, la Fed aussi, on fait tourner la planche à billets. Mais alors aujourd'hui, ils ont, je crois, 16 000 milliards de dollars. Enfin bon, c'est des milliards et des milliards. Mais non, parce que vous savez quoi, on oublie toujours quelque chose. C'est que la création monétaire, effectivement, la politique monétaire, c'est un peu plus difficile à comprendre que la politique budgétaire, parce que chacun arrive à peu près à comprendre que s'il a 100 au début du mois et qu'il en a dépensé 110, il aura un déficit de 10. Ça, on arrive à le comprendre. La politique monétaire, c'est un peu plus, c'est comme la géométrie dans l'espace. Il faut le voir ou ne pas le voir. Mais la création monétaire, ça n'est pas que le banquier central. Ce sont aussi les banques privées, quasiment à 90%, la création monétaire. Et il se trouve qu'aux États-Unis, ils ont effectivement déversé des centaines de milliards de dollars. Enfin, la Fed a créé des centaines de milliards de dollars. Mais sauf que dans le même temps, le secteur privé ne le faisait plus. Et en Europe, c'est pire. Parce qu'on accorde... Ils sont partis où aux États-Unis? C'est pas dans l'investissement productif en premier temps. Ils sont d'abord allés dans la spéculation monétaire. Non, pas seulement. Pas seulement. Pas seulement, d'accord. Pas seulement, mais non, malgré tout, ça devient très technique là. C'est un processus psychologique. En gros, le problème en Europe, personne n'investit. On n'investit plus. De toute façon, les gens qui ont de l'argent, ils préfèrent les mettre sur de la dette française. Que ça plaise ou non, la politique de la Banque centrale européenne est le résultat d'un compromis entre plusieurs pays. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est moins positif. Un pays rêve d'une politique différente. La politique de la Banque centrale est celle-ci, et il faut être capable de provoquer l'expansion économique avec cette Banque centrale européenne. Sauf qu'on y arrivera cette Allemagne, on y arrive si on est capable de parier sur la qualité, sur la compétitivité. Tout le monde a eu droit à sa petite réflexion positive sur Hollande. Il se tutoie avec Merkel. Hein, c'est déjà pas quelque chose. Vous voulez dire que c'est une belle relation franco-allemande. C'est une belle relation. Mais c'était pas mal aussi avec Nicolas Sarkozy, ça avait démarré un peu mal. Là, c'était vraiment... là, ils étaient vraiment très près, mais là, ça se rapproche. Et vous allez voir, le week-end, ils vont passer sur l'île de Rügen, en tête-à-tête. Oui, n'en faites pas trop quand même, Stéphane Simons. Non, il va se faire remonter. Il va se faire remonter les bretelles. C'était ça la bonne nouvelle. Je connais tous les détails. Après le couple Giscard Schmitt et le couple Mitterrand-Kohl, on aurait le couple Hollande-Merkel. Et tout ça va être sur l'île de Rügen. Bon, on suivra ça. Stéphane Simons viendra nous en reparler de cette... avec grand plaisir. Les îles invitent à la romance. Voilà. C'est magnifique. Après avoir parlé d'économie où c'était très complexe, voilà, on termine sur une note un peu plus légère. Merci beaucoup, Stéphane Simons. La locomotive franco-allemande donnera un mariage franco-allemand. Espérons-le, si ça aide. Il est célibataire. Ah oui, mais Monsieur Zauer ne sera peut-être pas d'accord. Qui ne sera pas d'accord, Monsieur Zauer ne va pas être d'accord. Monsieur Merkel, comme l'appelait Sarkozy. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec moi. Je vais rejoindre tout de suite Karim Yayaoui pour sa chronique, ce qui a fait le buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On va commencer par ces 2 ans de François Hollande. Alors on commence avec ces 2 ans de François Hollande. Et depuis quelques jours déjà, on ressort cette anaphore interminable de François Hollande. Qu'en reste-t-il? Est-ce qu'il a tenu ses promesses? Le site du Huffington Post revient sur cette déclaration. C'était le 2 mai, il y a 2 ans. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité, je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Eh bien là-dessus, c'est un engagement non tenu, on pourrait tous les faire. Certains ont été tenus, d'autres non. Sur le site du Monde, on s'intéresse un petit peu plus à cette interview accordée à BFM TV. C'était une promesse de François Hollande au patron de BFM qu'il a tenue, celle-là. En tout cas, on note du côté du Monde les approximations économiques de François Hollande sur le PIB, sur la croissance. Et puis, les décodeurs soulignent aussi que pendant cet exercice où il y avait une interaction avec les auditeurs et les téléspectateurs, il y a une élue UMP qui a appelé de mots. Alors, ce n'est pas si rare que ça arrive plus souvent qu'on le croit. Et François Hollande était un petit peu gêné sur une question qui concernait les quartiers et les djihadistes qui partent en Syrie. Alors, évidemment, à droite, le site de Sud-Ouest le souligne, on raille un président cigale ayant chanté tout l'été. Mais sur les réseaux sociaux,
sociaux, on retient ce nouvel élément de langage à la une du journal du dimanche. Le retournement arrive. Le retournement économique, les choses vont aller mieux. Selon François Hollande, évidemment, ça a été rapidement détourné, moqué. Il y avait notamment ce dessin de Deluc, le retournement économique. Je commence à comprendre le principe du retournement, souligne ce jeune homme qui a la tête en bas. Et puis, sur Twitter, on a certains tweetos très actifs. Madame Michu est une star du côté de l'UMP. Très régulièrement, on reprend ses tweets ici. Le retournement de Hollande à Tulle porte 27 terminal B. Et puis tout de même, Twitter, c'est aussi le théâtre d'affrontements. Grand Ludo, lui, a des idées plutôt de gauche et lui renvoie vers un site internet qui souligne tout ce qui a été fait depuis 2 ans avec la liste des lois ou des ordonnances qui ont été promulguées. Est-ce que François Hollande a fait le bon choix, Karim, en s'exprimant sur BFM TV? Alors, pour l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, ce n'était pas forcément une bonne idée. Était-il vraiment à sa place? C'est la question qu'il se pose. Est-ce qu'un président doit aller dans ce genre d'émission avec ce format-là face aux auditeurs et aux téléspectateurs? Il explique que finalement, ça le met plus dans une position de commentateur de l'actualité plutôt que dans une posture où il donne... C'est ce que disait Jean-Sébastien Ferjou, d'ailleurs. Tout à l'heure, ouais. Où il donne une ligne, des directions, donc ce n'est pas forcément une bonne chose. Qu'est-ce que vous dites, Claude? Il a un axe avec Guénaud. Pas seulement. Alors justement, Henri Guénaud, on lui a dit, mais Nicolas Sarkozy aussi l'avait fait, il était allé du côté de BFM pour expliquer que s'il perdait, il arrêtait la vie politique. Et Henri Guénaud explique que ce n'était pas un bon choix à l'époque. François Hollande, il y a quelques mois, était allé du côté d'M6, et là aussi, ça n'avait pas très bien marché lors de l'émission Capital. Les audiences n'étaient pas au rendez-vous et François Hollande ne s'en était pas forcément très bien sorti dans une posture qui est plutôt rare depuis que les présidents de la République font de la télé. C'est vrai que ce n'est pas forcément le format qu'on privilégie. En tout cas, il paraît qu'il y en a un qui brûle de reprendre la parole. Alors, c'est ce que nous explique le site du Parisien, Frédéric Guerchel. Bien, pour lui, Sarkozy brûle de défendre l'Europe. Est-ce qu'il va s'exprimer avant le 25 mai? C'est un petit peu la question. Mais en tout cas, Nicolas Sarkozy aurait laissé glisser que la France est totalement absente au niveau international. Et il aurait évoqué notamment son rôle en Géorgie, comment il avait donné un coup de fil à Vladimir Poutine et comment il y était allé pour limiter à la casse du côté de la Géorgie. Alors, ce n'est pas seulement Nicolas Sarkozy qui veut y aller. Les ténors de la droite le presseraient aussi de parler avant les européennes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'articles sur cette éventuelle prise de parole. On en parle ici aussi sur le site de TF1. Et puis, la dernière fois que Nicolas Sarkozy s'était exprimé, c'était cette tribune dans le Figaro qui avait eu un certain succès. Moins important que ce que Nicolas Sarkozy avait laissé entendre parce qu'il avait parlé de millions de likes sur sa page Facebook. Il avait aussi souligné que c'était un peu grâce à cette tribune que la gauche s'était pris une telle raclée au municipal. Alors peut-être que s'il s'exprime, elle va s'en prendre une autre aux européennes. Mais en tout cas, on verra bien ce qui se passe. Est-ce qu'il va parler? Parlera-t-il? Qu'est-ce qu'il va dire? Ah mais si, dites. Mais si, vous étiez là. Nous aussi, on voudrait rire avec vous. Hein. Elle dit que la gauche française n'a pas besoin d'aide pour perdre ça. Et donc, alors, il y en a une tout de même qui a souhaité bon vent à François Hollande pour les 3 années qui suivent. Alors, des réactions hostiles, on en a vu pas mal. On a tweeté notamment en France cette une d'un magazine américain. Est-ce que Hollande est fini? Ce n'est pas du tout ce que pense une certaine Valérie Trierweiler, puisqu'elle lui souhaite bonne chance pour les 3 années à venir. Elle évoque aussi son passage en tant que première dame, en signant qu'elle ne referait pas forcément les mêmes choses et qu'elle ne le ferait pas de la même façon. En tout cas, lorsqu'on lui parle... Qu'est-ce que vous voulez dire, Stéphane Simon? Surtout moins de tweets. Hein. Moins de tweets, sans doute. En tout cas, un au moins, ça aurait déjà changé pas mal de choses. Et puis, lorsqu'on lui dit que François Hollande est l'homme le plus détesté, elle renvoie vers une chronique qu'elle a faite du côté de Paris Match concernant Jules Ferry, qui lui aussi a été très détesté à une époque. Merci beaucoup, Karim, pour cette chronique. Merci encore à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h heure de Paris avec vous, Karim. Très belle soirée. À demain. Tout de suite, le journal.